Adil? Somebody needs to go and locate Heba. Who's the first? Adil, can you just explain to me the format? I think we're given 15 minutes, but there are other panels also with us at the same time. So we finish ours, and then the next panel starts, right? And have the slides gone in? Is that what we're going to do? Okay. Who's going to operate the slides? I went to the app. Yours is not there. I couldn't find it. But I'm not connected now. Dima, can I offer you a small suggestion because people haven't seen all their bios, so you could just ask them to introduce themselves and start off. Because this is a rapid session that's there for you. My colleagues, of course, and also other, depending on you. Our colleagues, we can just introduce us very briefly. Yeah. I can introduce it. You all bios? You have, okay. Then that's lovely. When I call them, they can briefly introduce themselves. Yeah. Okay, thank you so much. Adil, I'll give you the floor to introduce yourself, okay? When I call you Hiba and Mossab, huh? I think we... Donc je pense que nous devons commencer cette session pour avoir assez de temps de couvrir toutes les présentations. Donc assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je m'appelle Dina Aboudiab, chef du bureau de l'ONU Habitat en Jordanie. Merci à cette session sur l'habitat. C'est un honneur pour moi d'être votre modérateur pour cette session et guider cette session sur 1h30. Donc lors de cette session, on va parler des solutions transformatives pour la gestion du foncier avec des études de cas dans 5 pays, Djibouti, l'Égypte, le Maroc, la Saoudite Arabie et Oman. On va commencer par voir quels sont les efforts de réforme au Djibouti, démontrant comment la planification et les réformes peuvent faire effet de levier. Ensuite, on va parler de la résilience culturelle en utilisant les exemples d'Égypte, de Maroc et d'Arabie Saoudite. Ensuite, Aman va nous montrer comment les règles de distribution du foncier ont eu un effet de levier pour une meilleure gestion de la croissance urbaine. Nous allons également parler du rôle critique des systèmes d'information géographique en insistant sur leur importance à améliorer les statistiques et la planification urbaine. Nous allons également voir les différentes stratégies conçues pour les déplacements de population en adressant les défis dans ces régions. Donc, à travers ces discussions, nous avons pour objectif de donner un retour d'information sur la bonne gouvernance du foncier, l'utilisation de technologies pour améliorer l'accès à l'habitat et combattre les déplacements de population. Donc, j'ai hâte de voir les conversations que nous allons avoir et les perspectives que chaque personne va nous apporter. Nous allons commencer cette session par une présentation qui va être présentée par son Excellence M. Omar Ali, directeur général de la direction générale de la conservation foncière au Djibouti. Donc, il n'est pas avec nous. Son collègue, M. Farhan, chef du département des études techniques,
de la Direction générale de la conservation foncière au Djibouti va nous présenter à sa place, parler du déploiement urbain au Djibouti. Ça va être une présentation en français. La parole est à vous. And you can use this one to move the slides. Donc vous pouvez utiliser ceci pour déplacer les diapos. Can we show the first? La première présentation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir la première présentation? La présentation pour le Djibouti, voilà. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais faire une présentation sur la réforme de l'administration foncière de la République du Djibouti. Excusez-moi. This is back and this is forward. Okay. Donc, la direction générale des domaines, d'abord, je voudrais juste vous donner un petit aperçu sur la mission et en même temps ses composantes. La direction générale des domaines et de la conservation foncière est une composante structurelle donc, du ministère du budget. Elle a été créée dans les années 1930 par l'administration coloniale. Donc, et depuis, la direction a fait face à différentes réformes administratives qui a permis de définir de nouvelles orientations et de recadrage des objectifs qui a été élaboré par le gouvernement. La direction générale des domaines a également vu son champ d'intervention s'élargir depuis 2000, dans les années 2000, en raison d'une politique de développement urbain qui s'accélère et qui est en lien avec la croissance économique. Donc, depuis, avec la loi 99 portant révision de la loi numéro 53, portant organisation du ministère du budget, donc la direction, comme c'est une direction des recettes, elle est sous la tutelle du ministère du budget. Donc, depuis, la direction est érigée en direction générale, avec 6 services centraux, avec 3 directions techniques. Donc, parmi les 3 composantes ou les interventions, l'administration du cadastre, la gestion des biens de l'État, la conservation de la propriété foncière sont les grandes missions donc, de la direction générale. Et l'objectif, c'est de répondre aux exigences liées à la gestion optimale des propriétés bâties et non bâties sur toute l'étendue du territoire. La direction générale est l'une des composantes, comme je vous ai dit, du ministère du budget. Elle est une direction des recettes et parmi sa principale mission, c'est la vente des parcelles de terrain et les produits dérivés, c'est l'immatriculation des terrains et les droits réels, mais aussi la gestion des hypothèques et les mutations. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, il était question de réformer, de renforcer les capacités humaines, mais aussi matérielles. L'objectif, c'est d'optimiser les prestations de services afin de contribuer à la sécurisation foncière du pays. Donc, si je vous donne quelques points concernant ces missions, parmi ces missions ou l'attribution de la direction générale, c'est de mettre en œuvre la politique de l'État relative
au domaine public et privé de l'État, mais aussi étudier toutes les questions relatives au domaine privé et public de l'État dans tous les secteurs, en collaboration avec les services techniques concernés des autres ministères sectoriels, mais aussi l'acquisition, la gestion, la cession des biens domaniaux, le recensement des biens immobiliers de l'État et d'en établir un inventaire exhaustif, la conservation des propriétés foncières et la gestion des hypothèques, et j'en passe. Donc, pour vous dire que la gestion des bidonvilles, c'est une question, une préoccupation du gouvernement. Et dans ce contexte, je vais vous donner, il y a un projet qui est en cours qu'on appelle projet intégré de résorption des bidonvilles. Donc, le gouvernement djiboutien a lancé en 2016 un programme intitulé Programme Zéro Bidonville. Et l'objectif visé est d'apporter des réponses appropriées et durables pour l'amélioration des conditions de vie urbaine et d'accès à un logement décent pour tous. L'objectif, c'est aussi, donc, ce programme a été appuyé par la Banque mondiale, donc pour renforcer la gestion urbaine, mais aussi l'amélioration du secteur urbain. Donc, il ressort de cette revue un certain nombre de recommandations qui portent sur la sécurité des droits fonciers, la promotion de l'aménagement urbain, la gestion des taxes foncières, l'intégration dans les procédures administratives, les nouvelles technologies de l'information. Donc, c'est dans ce cadre que la direction a bénéficié de ce qu'on appelle un renforcement des capacités en termes humains et matériels pour répondre à la demande croissante de régularisation foncière des ménages et habitants de Djibouti, particulièrement dans les quartiers structurés et pour les ménages qui habiteront dans cette zone de prévention et de relogement. Pour vous dire, le projet Zéro Bidonville, c'est un projet qui a été initié par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale et le projet vise à apporter des réponses concrètes dans les zones urbaines défavorisées, et en particulier à Belbala, où la question de l'accès aux services urbains est très faible. Si je vous donne les deux composantes, et avant ça, ce projet vise à régulariser au total donc 25 000 unités d'habitation. Donc les deux grandes composantes du projet, c'est élaborer des instruments institutionnels, réglementaires et opérationnels, de la planification pour mettre en œuvre les projets Zéro Bidonville, mais aussi donc initier les investissements participatifs de réhabilitation dans les zones urbaines sélectionnées. Donc, si je vous donne les cibles, c'est-à-dire les quartiers cibles, donc la plupart des quartiers des habitations étant informels et impliquant l'occupation illégale des domaines publics, la construction avec des matériaux temporaires et récupérés ne tient pas compte des exigences du plan d'aménagement urbain en vigueur. Dans ce cas, 13 quartiers de Djibouti-Ville sont identifiés comme étant des bidonvilles et ce qui nécessite dans ce cas une stratégie d'études et de réaménagement et de restructuration urbaine. Parmi les 13 quartiers, voilà, vous voyez les noms des quartiers Jagaboldo. Donc, et cette étude a permis en même temps d'identifier leur surface, la population concernée, le nombre de ménages et les communes concernées. Donc, pour vous donner une image en quoi consiste les bidonvilles de Djibouti, donc j'ai pris un de ces quartiers qui fait partie les zones identifiées dans le cadre du projet Zéro Bidonville. Et ces quartiers sont caractérisés, comme vous le voyez, l'absence d'un plan d'aménagement urbain, l'absence d'un plan d'équipement public, manque de voirie et de mobilité urbaine, faiblesse en termes d'accès à l'eau potable et à l'électricité, une forte insécurité foncière, et du coup, qui dit forte insécurité foncière dit également faible enregistrement dans les registres fonciers détenus par sous la direction de la conservation foncière, la vulnérabilité extrême de phénomènes naturels, l'absence de la fiscalité foncière. Pour vous dire, après, dans le cadre de ce projet Zéro Bidonville, donc nous avons fait ce qu'on appelle des plans détaillés qui nous a permis de faire de différentes formes d'intervention et de réaménagement dans les quartiers.
Donc, et ça, vous voyez, ce sont les plans. Tous ceux qui ont en jaune, ce sont les nouveaux équipements qui ont été prévus dans les quartiers et qui ne disposaient pas avant. Donc également, grâce à ce projet, nous avons mis en place ce qu'on appelle un logiciel ArcGIS Pro pour renforcer les services cadastres pour permettre à accompagner la structuration et la réforme foncière. Donc, et ça, c'est avec l'appui le prestataire inscrit. Nous avons également mis en place une plateforme pour permettre de numériser à ce jour 34 256 titres fonciers ont été mis à jour et tous les documents ont été téléversés dans les plateformes. Donc, et ça, c'est avec l'appui d'un prestataire local. Là également, à ce jour, nous avons mis en place ce qu'on appelle un système géodésique. Nous avons un référentiel géodésique ITRF 2005, comme vous le savez. Et ça, il y a eu une réunion de concertation avec l'ensemble des prestataires et concessionnaires pour décider que Djibouti va se basculer dans un seul système géodésique référentiel. Donc là aussi, nous avons mis en place une station permanente GIP 1. C'est une première, c'est une phase d'étude. Et pour renforcer ce qu'on appelle les équipements cadastraux, mais également donc améliorer la qualité des données cadastrales. Là également, nous avons fait ce qu'on appelle des études qui nous ont permis d'identifier les différentes zones de Caneva. Et donc, il y a une étude qui est en cours. Et à ce point, au total, quelques points ont été identifiés pour être des points de géodésie secondaire. Nous avons mis également une remise à niveau du système cadastral avec la mise en place, avec l'acquisition de nouveaux équipements cadastrales. Et cela nous a permis également de renforcer nos équipes. Également, nous avons mis en place une convention de partenariat pour l'utilisation et la maintenance de la station. Et à ce jour, vous voyez que certaines institutions ont déjà donc signé et la convention pour le partage plutôt des données, mais également pour renforcer l'échange des données cadastrales. Également, nous avons fait ce qu'on appelle une première étude pour cibler les points géodésiques sur l'ensemble du territoire. Et là aussi, ce qu'il faut savoir, à Belbala, c'est là où la plupart des quartiers préfets se trouvent. Nous avons mis en place ce qu'on appelle une base de données de Belbala Nord. Donc également, il y a eu un renforcement des capacités pour 9 techniciens géomètres formés dans le cadre du cadastre. Également, nous avons fait une visite d'expérience au Rwanda pour renforcer la qualité, mais également les compétences des responsables pour la mise en place d'un système d'information foncière à Djibouti. Et ça, c'est en cours d'étude. Et ça, vous voyez que 6 objectifs ont été définis. Nous avons maintenant à ce jour, à l'échelle nationale, c'est-à-dire immatriculé 35 554 titres fonciers. Et en 2024, 1810 titres fonciers ont été produits au cours de l'année pour finaliser. Les grands défis, vous voyez, nous avons encore des défis à relever, la décentralisation de l'administration, la reconstitution de l'ensemble des canevas géodésiques, réduire l'insécurité foncière, le renforcement des capacités, et multiplier les réseaux corses avec la mise en place de nouvelles stations, renforcer les cadres légaux et réglementaires pour la mise en place d'un cadre, ce qu'on appelle un code domanial et foncier. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Farhan. Merci, Monsieur Farhan, d'avoir partagé l'expérience du Djibouti. Vous avez parlé des outils réglementaires qui sont très importants dans ce contexte et merci également d'avoir partagé avec nous les défis clés auxquels on fait face dans ce pays. Et depuis la centralisation maintenant, essayons de passer à la deuxième présentation. Nous avons une présentation sur la résilience culturelle, l'habitat pour les jeunes et les preuves du Maroc, d'Égypte et d'Arabie Saoudite. Donc ceci va être une présentation faite par 4 chercheurs. Donc Monsieur Siraj 7, que je vais vous présenter avant de passer la parole aux autres chercheurs. Donc Dr Siraj est un professeur de droit et développement et également le directeur du centre Noun à l'université de East London
Donc, il a fait Harvard Law School, l'école de droit de Harvard, et également c'est un expert du développement et a travaillé avec des agences internationales. C'est à travailler dans plus de 24 pays, pour 24 pays à travers le monde. Donc, en 2005, Seth a co-fondé le Global Land Network. Il est également co-président du groupe de conseillers pour l'ONU Habitat. Il donne des conseils aux Nations Unies par rapport aux villes durables. Il a également été leader de la commission qui a évolué l'Irak et a écrit plusieurs programmes. Il a publié à travers des fondements des Nations Unies, de Grande-Bretagne, GLTN et ETSA. Donc, Monsieur Siraj, la parole est à vous. Donc, merci. Je ne savais pas que vous alliez m'embrasser, mais c'est un privilège de faire partie de cette équipe de recherche. Une recherche sur la résilience culturelle, sur la jeunesse. Donc, je vais prendre quelques minutes pour parler avant qu'on puisse parler des études de cas. Donc, l'autonomisation des jeunes est très importante pour... Est-ce que vous avez une présentation? Donc voilà, pour moi, c'est uniquement les 3 premières diapos. Donc même si j'ai pas la présentation. Donc c'est un sujet très important, la résilience culturelle et l'habilité de voir la résilience culturelle. Donc il y a des pratiques culturelles. Donc je voudrais mettre ceci au contexte du nouveau plan stratégique de UN Habitat qui regarde les problématiques d'habitat. On reconnaît pas uniquement tout ce qui est foncier, mais il faut voir les jeunes, intégrer les jeunes comme facteur de changement. Donc je vais donner la parole à mes collègues. C'est professeur Riva qui va présenter la première étude de cas sur l'Égypte. Et j'essaye de gagner un peu de temps pour qu'on puisse faire cette présentation en moins de 15 minutes. Oui, merci. Donc je vais être aussi rapide que possible également. Est-ce qu'on peut mettre la diapo, s'il vous plaît? Donc, je suis Hiba Khalil, professeur d'urbanisme durable à l'Université du Caire. Je suis également un membre du réseau d'experts d'Afrique. Donc, avec mon collègue, nous allons partager avec vous les problématiques qui existent dans le contexte égyptien. Donc, maintenant, au 3e jour de la conférence, on connaît tous les différents défis à relever. Vous avez tous vu les présentations du gouvernement égyptien, différentes parties prenantes. Donc, je ne vais pas retirer les chiffres par rapport aux personnes qui ont des problèmes en termes d'habitat ou bien en termes d'accès aux fonciers. Et je ne vais pas également parler de la pression qui est faite sur les terres agricoles. Donc, nous avons beaucoup de recherches et en Égypte, on habite dans une petite partie de nos pays. Donc, les projets en termes de planification participative, en termes d'engagement des jeunes, que ce soit
pour des planifications pour le secteur public. Nous avons fait du travail pour le Fonds de développement urbain. Donc nous avons heureusement eu l'opportunité de travailler dans des domaines différents au sein du CAR. Donc ceci a montré un exemple très intéressant. Donc il y a 4 ans, il y a eu une interdiction pour les nouveaux développements. Donc le gouvernement a décidé de ne plus bâtir de nouveaux bâtiments pendant un certain temps à l'intérieur de la ville. Donc on ne pouvait plus avoir de développement dans ces terres. Et ce qui est intéressant, les développements qui ont tiré de l'avant pour les jeunes nous ont démontré le besoin pour des services différents, les centres de sport, entre autres, ou bien des facilités, ou bien des activités de jeunes. Nous commençons au niveau le plus bas et ensuite, grâce à ces initiatives, on a essayé de communiquer avec les propriétaires du foncier. Ce qu'ils ont fait, ils ont commencé. Il s'appelle la liberté. Il y a un impact au niveau régional. Il a été reconnu par le ministère et la fédération de sport. Ce qu'ils ont fait, ils ont identifié les besoins de marché et c'est en coopération avec. Vous pouvez voir des images. Ce sont des unités ou bien des parcelles de terre qui sont. Il y a un ensemble. Il y a autour un ensemble des bâtiments. Il y a aussi un terrain de sport et aussi une région pour faire le sport comme karaté. C'est très populaire, surtout les jeunes garçons, ils jouent au football. Donc il y a des tournois de sport là qui sont organisés, qui est devenu très formel. Donc il faut, pour bâtir une piscine dans des zones informelles, c'est intéressant, ils l'ont couverte, ils l'ont chauffée. Et je suis parti avec mes étudiants pour mener des entretiens avec les personnes qui sont sur place. On a trouvé des femmes qui portent le voile, même qui portent le niqab, qui essayent d'apprendre à nager. Donc ce sont de nouvelles facilités qu'on offre, qu'on ne trouvait pas auparavant. Et il y a des personnes qui n'habitent plus dans ces quartiers, mais qui viennent voir leur famille et profiter de la piscine. Donc on est allé encore plus loin. On a identifié les terres de nature similaire et nous avons essayé de mettre en place une matrice. Donc il y a eu une si on trouve du foncier à côté d'une école, ça peut être un parking pour les bus, mais on peut faire d'autres activités. Donc, ça peut être un terrain de sport qui peut être utilisé dans ce parquet. Donc, ceci est une initiative des jeunes. Le processus a commencé. Ça a facilité le travail que nous menons avec les étudiants. Donc, nous savons qu'avec un foncier spécifique, on peut avoir plusieurs usages et ça peut évoluer à l'avenir. Donc, ceci sont des endroits réels qui ont inspiré les enfants. Merci, Dr. Hiba. Merci infiniment. Donc, maintenant, on passe à Mus'ab. Si vous pouvez vous présenter, donc oui.
Bonjour à tous, je suis Moussa Abeyassi, je suis ingénieur agricole et j'ai fait de la recherche sur la biodiversité. J'ai eu l'opportunité de travailler sur cette recherche et je suis ici pour présenter le contexte marocain. Donc, pour commencer, selon les publications de l'OCDE au Maroc, nous avons une population urbaine de 65% qui est concentrée à Rabat, Casa, Tanger. Donc les villes sont vraiment la locomotive économique pour notre pays. Nous remarquons aussi que beaucoup de jeunes au Maroc ont une culture sociale qui veulent tous avoir un meilleur mode de vie. Ça peut conduire à l'immigration éventuellement, mais il y a également de l'urbanisation qui nous pousse à créer des choix sur quel usage faire du foncier. Donc, nous avons des stratégies vertes pour les jeunes dans la planification des villes au Maroc. Par exemple, à Casa et Rabat, nous avons des services publics innovants, notamment les parkings, la transportation publique et autres projets qui sont en cours de développement. Et qui nous montre la volonté d'améliorer la qualité de vie et d'avoir plus d'espaces verts comme la Casa Financial City qui démontre l'importance qui a été donnée aux espaces verts car à Casa il y a un manque ou bien il y avait un manque d'espaces verts pendant une période très longue. D'un autre côté, on a vu Rabat qui a bénéficié de développement d'infrastructures et d'une autonomie économique. Mais néanmoins, ça a impacté le marché de l'habitat. Donc, il y a eu des influences externes, des influences internes comme l'urbanisation plus rapide, la croissance démographique dans la ville a poussé les jeunes à vivre dans des villes un peu plus suburbaines comme Salah Jadida, Inaouda, etc. Donc le problème avec ces villes, c'est qu'il fallait trouver un système de transport qui soit plus efficient pour contrôler le flux vers les villes. Et maintenant, c'est le cas avec le nouveau projet, la nouvelle stratégie 2030. Donc, juste pour vous montrer la typologie de l'habitat, du secteur d'habitat au Maroc, nous avons 64% des ménages qui habitent dans des habitats modernes, ce qu'on appelle les maisons marocaines modernes. Mais on avait auparavant un problème de bidonville, mais le Maroc a déployé énormément d'efforts et a déplacé plus que de 12 000 bidonvilles vers des nouvelles villes qui sont des villes proches de Rabat. Donc voilà l'habitat social que vous pouvez voir. Donc maintenant, je vais passer rapidement au marché. Donc nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème des prix. Comme vous pouvez le voir dans des villes comme Rabat, le prix par mètre carré est très élevé, près de 15 000, alors que dans des villes autour de Rabat, c'est moins cher. Kenitra, c'est 7400. Mohammedia, ça reste élevé. Donc, ce qui crée des problèmes d'intégration pour les jeunes.
Donc le gouvernement, lorsque ils évaluent la gouvernance urbaine ou bien la gouvernance de la planification urbaine dans les espaces urbains, ils trouvent comme solution la mise en œuvre de coordination ou bien avoir une intégration urbaine pour résoudre ce problème. Donc maintenant, je passe la parole à l'Arabie saoudite. Merci. Maintenant, on va passer au docteur Adil qui va passer à l'étude de cas de l'Arabie saoudite. Merci, je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc si on peut revenir à la même diapo, voilà. Donc, auparavant, je travaillais pour une société qui faisait beaucoup de projets en Arabie saoudite, donc j'étais basé à Riyad et cette étude provient du travail que j'avais fait en Arabie saoudite. Donc l'Arabie saoudite a une urbanisation rapide mais pas durable. En plus de ceci, il y a les crises climatiques comme les inondations, les tempêtes, la sécheresse. Donc ce graphique nous démontre la croissance très rapide, que ce soit à Riyad ou à Jeddah. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles ont été les réponses apportées par l'ONU Habitat, par le programme de l'ONU Habitat? Donc, on a proposé de voir ceci différemment en tant qu'indicateur de ville intelligente. Donc, nous avons pris en considération les données existantes et nous avons essayé de bâtir des meilleures politiques qui sont identifiées comme des priorités. Donc, l'utilisation de communication digitale, de technologie, vient là de la génération digitale, comme on les appelle en Arabie saoudite. Donc l'un des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est le redéveloppement du centre-ville de Riyad. C'est le centre-ville historique et ceci est tiré de l'avant par la commission royale. Et ceci sont des places qui ont beaucoup de valeur pour les gens qui ont habité dans cette région. Donc ceci est le hub économique pour ces transformations. Je voulais juste faire référence au passé et en améliorant l'accessibilité à l'intérieur, intramuros, tout en développant de nouveaux projets. Donc, ceci est également lancé en coordination avec d'autres initiatives. Le projet de métro de Riyad qui change le pourcentage de la population qui utilise des voitures, qui passe de 70-80% à un taux beaucoup plus bas, car le transport fait partie d'une pièce de puzzle pour compléter ce puzzle complet. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo suivante? Donc, si on compare ces trois études de cas, ce qu'on voit, ce sont des approches différentes pour des défis que nous avons. Donc, nous avons le cas de l'Égypte qui a beaucoup de réfugiés, une demande pour l'habitat qui est très élevé, l'impact climatique. Au Maroc, c'est le contraire. Nous avons les mêmes tendances d'urbanisation rapide, les besoins d'habitat, mais il y a
une stratégie nationale et régionale d'urbanisme, et il y a une coopération entre le secteur privé et public. Alors qu'en Arabie Saoudite, on regarde des tendances similaires quand il s'agit de changement climatique, de transport, etc. Mais c'est dans ce cas le gouvernement uniquement qui choisit, c'est une approche qui va du haut vers le bas. Donc chacun des trois pays a plus de différents types de crises urbaines. Donc les jeunes ne sont pas toujours reconnus comme une catégorie principale. Ils sont ignorés lorsqu'on essaye de définir des solutions urbaines. Donc les droits pour les HLP pour les jeunes ne sont pas respectés. En plus, il y a, en termes de ce que l'ONU Habitat peut faire, il faut peut-être penser aux besoins de ces jeunes tout d'abord et adresser ce qui leur est important en écoutant leur voix. Merci, Dr Adil, merci pour cette étude de cas très intéressante. J'ai été très intéressé par le cas de l'Égypte, engager les communautés, mettre en œuvre des activités sportives, et il est très important d'adapter ces défis au contexte des Arabes, de la région arabe, et également regarder tout en respectant l'aspect existant et le fait d'avoir du transport public qui soit abordable et intéressant. J'étais à Riyad il n'y a pas trop longtemps et j'ai pris le métro, le nouveau métro, et c'est dans une ville qui a beaucoup de congestion à cause de la circulation. Donc merci beaucoup. Maintenant on va écouter Dr Walid Wahibi. Dr Walid Wahibi va nous faire une présentation par rapport à l'impact des lois de distribution de foncier et sur donc une étude de cas Mascat du sultanat de Oman. Donc Dr Khalid est un planificateur urbain spécialisé dans le développement durable, l'utilisation du foncier, les SIG et également les projets d'infrastructure. Il a un master de planification urbaine de Beijing Jiatong, c'est l'université Beijing Jiatong, et également un bachelor en ingénierie et un autre bachelor en ingénierie de tomographie. Merci. Donc bonjour à tous, bienvenue à tous. Je suis Mouhadis Walid Wahabi de Sultanat de Oman. Donc depuis, je voudrais vous faire une présentation sur la planification urbaine. Je vous donc lors de cette présentation qui a été utilisée lors d'un master et l'impact des lois sur la planification foncière. J'ai choisi cette thèse pour 2 points. Tout d'abord, ayant vécu dans ces régions, mais également ayant fait mes études en Chine et également sur la base des expériences que j'ai lues par rapport au droit
également, après la revue de publication d'experts, d'étudiants, je trouve que l'état de Man, notamment pour ce qui est des droits, l'étude de Masrat, ou bien le cas de Masrat, mérite d'être analysé. Donc, l'analyse que nous avons effectuée a tout d'abord une introduction quelles sont les méthodologies de recherche, donc de l'introduction. L'introduction nous démontre que Oman a bâti son économie sur le pétrole et le gaz, et les villes sont le résultat d'une planification. Donc, cette recherche, donc les lois d'utilisation et de déploiement d'utilisation du foncier à Mascat est unique et qu'on ne trouve pas dans d'autres régions du Maroc. Donc, comment ces lois impactent l'urbanisation à Mascat, quelles sont les politiques en place, où est-ce que nous en sommes arrivés, et que sont les impacts qui existent depuis 1970 à 2023. Donc, cette urbanisation et une augmentation de tout ce qui se faisait depuis 1970. Ensuite, quelles sont les relations entre ces politiques et la réalité? Donc, l'objectif de cette étude est une étude et l'éducation. Donc, comprendre, afin d'atteindre notre objectif, nous avons choisi une méthodologie qui combine les études qualitatives et quantitatives. Le cadre de la recherche est composé de deux divisions. Premièrement, c'est la littérature de l'expansion urbain. Et au niveau pratique, c'est collecter des données et on va essayer de répondre aux questions et les recommandations. Donc, la méthodologie dépend des ressources donc, il y a cartographie aux États-Unis et aussi il y a un ensemble des institutions de laquelle on a dépendé. On a essayé de faire des questionnaires et aussi des interviews. Donc, l'impact de la politique. Et pour la deuxième période, on a fait une analyse et l'analyse et les résultats. Ces données se trouvent dans la province de Damascus et je vous demandais de faire attention à donc 1960 jusqu'à 1970 et aussi 1970 jusqu'à 1980 et de 2000 jusqu'à 2010 et de 2010 jusqu'à 2020, 2020 jusqu'à 2023. Et maintenant, vous pouvez voir, il y a une expansion urbaine de 1970 jusqu'à 1923. Et pour la période de l'expansion urbaine dans cette province de 2020 jusqu'à 2020. Et aussi, il y a le changement de l'expansion urbaine. On peut voir qu'il y a une grande expansion. Donc, il y a jusqu'à plus de 3000 hectares.
On peut voir à travers les images de satellites, il y a un changement de l'expansion urbaine. Vous pouvez voir la différence au niveau de l'infrastructure et aussi comment la ville a été développée et comment c'est expandé. Dans quelques régions de Masquette, on peut voir les bâtiments, on peut voir il y a une expansion, mais selon les ressources, c'est très difficile pour réaliser la politique de l'urbanisation. Et selon le survey, il y a un changement au niveau d'habitat pendant les années récemment. Et aussi, il y a des propositions pour améliorer les politiques pour traiter l'expansion urbaine. Aussi, on a fait un survey, vous pouvez voir maintenant, il y a quelques samples qui montrent les différents qui sont participés dans le lieu. Vous avez seulement 5 minutes. On va prendre un exemplaire. On a essayé de faire une analyse pour cette questionnaire et ils sont considérés parmi les plus importants sujets. On a essayé de faire des interviews et aussi avec les politiciens. Donc, quel est l'impact des politiques de l'expansion urbaine? Et on va prendre une question de ces interviews dans le contexte de la distribution. Donc, c'est réaliser la stabilité pour les citoyens. Il y a aussi un développement. Vous pouvez voir, il y a un décret qui montre l'organisation et aussi le ministère de l'urbanisation. Et il y a aussi un plan. C'est ce qui confirme que le gouvernement a réalisé un bon management pour ce sujet. Pour les discussions et pour les lois de la distribution des données des parcelles de terre, cette loi s'est changée plusieurs fois. Vous pouvez voir ça à travers les années. Donc, les parcelles de terre ne peuvent pas être vendues sans autorisation. Aussi, l'impact des lois de la distribution des parcelles. Par exemple, il y a changement au niveau des catégories des gens et aussi, il reflète soit quantitativement ou bien qualitativement. Un plan pour les processus donc c'est très compréhensif. Ce n'est pas national ou bien local et aussi au niveau régional et national jusqu'à donner la parcelle de terre aux citoyens. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un résumé pour votre présentation? Pour les terres distribuées et bâties, de 1970 jusqu'à 1990, c'est ça la première période. Il y a la deuxième période dans laquelle il y avait une crise
de 2010 jusqu'à 2020. Je vais finir ma présentation par des recommandations. C'est nécessaire de continuer de faire liaison soit au niveau légal et aussi au niveau de la distribution, améliorer et aussi une bonne planification pour intégrer et aussi essayer d'interagir avec les citoyens. Et je vous remercie. Je vous remercie pour votre présentation. C'était très important. Vous avez montré les défis. Donc, on va parler de l'importance Donc, je vais présenter Mess Inès. C'est un expert dans l'environnement. Elle travaillait dans le département des statistiques à Jordanie. Elle a vu beaucoup d'années d'expérience et il a participé dans plusieurs projets. Maintenant, elle travaillait sur le changement climatique et aussi les indicateurs de développement soutenable. Elle travaillait avec le ministère de l'énergie et donc vous avez la parole. Je vous remercie. Les composants de la présentation. Pour la présentation, je vais parler de la problématique et aussi l'importance de l'étude et les objectifs de l'étude. Il y aura des questions et aussi l'analyse. Après, je vais terminer par les résultats et les recommandations dans l'introduction. Donc, il y a beaucoup de problèmes environnementaux qui confrontent le monde et elles causent un risque pour les ressources naturelles et aussi pour le développement économique et social. On a beaucoup besoin. Donc c'est essentiel de dépendre des politiciens et des communautés locales et aussi les statistiques compréhensives ça requiert le développement des systèmes technologiques et des données qui est classifié de façon qui peut servir tous les catégories des personnes. L'étude donc chaque année elle présente ces données. Donc les statistiques de la population sont compréhensives et cette étude pour réaliser donc on doit faire liaison avec les statistiques environnementales pour donner une vision globale sur les situations comme on a vu dans la présentation de notre collègue de Oman, il y a un changement tout au long temps. Donc chaque 10 ans, les utilisateurs des données peuvent obtenir des comparaisons et peuvent interpréter la situation et planifier et développer et trouver des stratégies pour protéger les ressources pour une vie, bonne vie. L'importance de l'étude. Les objectifs de l'étude, c'est de soutenir et développer les statistiques d'environnement et aussi
et aussi soutenir les gouvernements pour réaliser des procédures de réformation et aussi développement soutenable. Donc, on doit, pour les questions, comment les statistiques de l'environnement peuvent avoir des résultats pour servir le développement soutenable, quels sont les besoins et aussi comment on peut développer ça pour réaliser les objectifs de développement soutenable. Quels sont les objectifs des indicateurs de développement soutenable qui concernent ce sujet? Pour les résultats, le nombre de la population, c'est un grand processus de statistiques pour essayer de collecter des données et aussi soit sur les unités résidentielles et donc on donne un cadre compréhensif pour les bâtiments et pour les divisions administratives dans l'expérience de Jordanie. La dernière statistique, on a pris toutes les régions, des photos, des images de toutes les régions de Jordanie pour identifier les caractères de ces bâtiments. On a essayé de quelques caractères de ces bâtiments il y a et comment on peut il y a des problèmes en ce qui concerne aussi planification compréhensive pour faire une donnée stable afin que les politiciens peuvent planifier au futur et aussi peut améliorer les services au futur. Et comment le système des statistiques d'environnement peuvent bénéficier des résultats? C'est à travers donc les samples vont être choisis de façon précise. Comme un exemple, les régions dans lesquelles il y a beaucoup de personnes, il y a des zones industrielles, on peut établir des centres pour aller voir la qualité de l'air. On peut à travers ça travailler pour observer la qualité de l'air et aussi les composants de l'environnement, soit les ressources de la surface et aussi sewage et bien et aussi les ressources d'énergie. Ça, les statistiques de la population donnent un service pour réaliser, par exemple, il y a des rapports de changement de développement soutenable. Il y a aussi des statistiques de l'économie verdoyante et ça pour protéger l'environnement et soutenabilité. Et quels sont les besoins et comment on peut développer ces développements. Donc c'est nécessaire et compose un défi, consiste à un défi. Et les systèmes, c'est garanti
garantie de permettre l'accessibilité aux données et aussi la coopération entre les différentes institutions de gouvernement et aussi la coopération avec le secteur privé qui peut profiter de ces données. Et aussi préparer des données qui peuvent être utilisées pour le bénéfice des communautés locales. Vous avez 5 minutes. On doit essayer de préparer l'infrastructure. Elle doit être de bonne qualité avec des technologies et aussi des cadres compétents et les besoins de l'environnement et aussi l'augmentation de solidarisation et coopération. Je voudrais remercier, on va voir la dernière présentation par notre collègue Gia. Gia, elle va partager avec nous la planification spéciale et aussi les stratégies de management de la terre. C'est un programmeur. Il travaille à Nairobi. Il va focaliser sur le développement soutenable. Donc, vous pouvez faire votre présentation. Je voudrais remercier. Est-ce que je peux... Je voudrais vous remercier pour votre présence. Je vais parler des déplacements et vous allez... l'urbanisation et comment elle est liée avec les ressources donc on the trend of displacement globally. We're looking at that global des différents phénomènes qui, à travers les zones de conflit ou bien de problèmes de climat. Et dans cette région, on a observé qu'il y a une tendance des crises. Ce n'est pas une seule cause qui mène au déplacement ou bien de mouvement des immigrés, ce qu'on appelle en anglais children on the move. On a aussi identifié qu'il y a beaucoup de communautés qui ont été impactées par les déplacements et ce sont des situations fragiles et un climat hostile. Et cette discussion
était au niveau se faire entre ce qui est les aides humanitaires et des réponses humanitaires dans cette région pour mener vers la paix. En ce qui concerne notre activité ONU Habitat et la section économique sur cette zone de la crise et l'immigration, il y a 4 piliers. On considère la réponse et comment ça se passe dans des régions urbaines où il y a la construction. On voit aussi qu'il y a la tendance de l'immigration et l'immigration économique et bien sûr l'immigration forcée. Notre travail aussi se concentre sur les camps des réfugiés, ceux qui restent pour un temps temporaire et ceux qui cherchent l'exil politique. Et comment on peut résoudre ce genre de travail et surtout quand il s'agit des changements climatiques. Le premier projet que je vais mentionner est sur notre zone de notre travail, ce qui est l'immigration. On a des fonds qui viennent du gouvernement suisse et on essaie de les mettre en œuvre en Jordanie et d'avoir de l'infrastructure en utilisant des méthodes qui sont différentes. Je vais alors la première étape pour nous, c'est d'utiliser la planification comme outil et une plateforme pour la discussion, pour le bénéfice de la communauté et le processus. Dans ce cas, l'Habitat, on est un médiateur. On n'a pas de solutions. Les solutions viennent de la communauté. On croit que un plan et de l'analyse peut fournir les premières étapes, ce qui est une base des infrastructures. On voit ce qui existe en termes d'infrastructures, les services de base et surtout dans cette région, la gestion des processus. Et deuxième étape, comment on peut développer une vision. Il y a un langage qu'on peut utiliser, mais pour nous, le terme qu'on utilise, c'est une vision. Alors, ce qu'on voit pour les réfugiés, aussi des gouvernements, des parties prenantes, ensemble avec la communauté, on a une vision et des scénarios qui ont été examinés. Des scénarios comme le cas, comment ça va être, ça va être la ville, le scénario, s'il y avait une flux des immigrés qui viennent de toute partie du monde. Troisième étape de ce toolkit, c'est comment donner la priorité des infrastructures ou les aspects selon cette vision. On a une longue liste. On ne sait pas ce qui est très important, c'est quoi les catégories, les critères qu'on doit considérer, ou bien même les politiciens et les officiels peuvent apprendre comme projet. On a eu des indicateurs qui ont été considérés par tous les parties prenantes pour définir l'outil qui convient. Ça peut être quelque chose qui est en relation avec picking the fruits, c'est collecter du fruit, ou peut-être autre chose qui est moins facile au niveau de l'investissement. On essaie d'avoir un équilibre
à travers tous les partis. Ce qu'on fait, le travail du financement, chose qu'on a eu des problèmes, qui va financer ce projet? Est-ce que le gouvernement national ou le gouvernement local n'ont pas les ressources financières? Alors c'était un problème qu'on a discuté avec tout le monde, avec tous les parties prenantes. Des parties, on a parlé de la méthode d'assurer que la connaissance qu'on a collectée dans ces villes, on peut les partager avec des autres. Quelle forme de capacité a été prise, que les parties prenantes l'ont utilisé? On a connu dans d'autres processus de l'aide humanitaire et qui peut être durable. Cela peut être posé. C'est ce que j'ai pour ce projet. Notre concentration, c'est aussi de traiter les lignes de la migration et surtout avoir une idée sur le déplacement. On a une équipe de collègues qui travaillent avec des piliers. Ils ont travaillé dans les dernières années ensemble, décontextualisés dans des îles. On a l'exemple de Kenya. C'est au nord de Kenya. On est là, on parle des rivières, d'autres problèmes qu'on doit considérer. Quelque chose qu'on se sentait qui était très pertinent pour cette région. C'est de reconnaître le changement climatique et des locaux qui sont spécifiques, qui souffrent du problème de la désertification. On a vu aussi qu'il y a une tendance globale. On considère cette région, la qualité de la terre, aussi le manque de l'eau, l'humidité. D'autres problèmes, on peut considérer le déplacement forcé. Avec la protection de ce déplacement est devenu un problème sérieux. Alors, quand ces problèmes du changement climatique, le déplacement, on voit qu'il y a une crise. Il n'est pas une seule région, mais à travers toutes les régions. Troisième, c'est pas un problème, mais comme j'ai mentionné, c'est un outil qu'on peut utiliser pour utiliser les données pour la planning, de trouver des solutions pour considérer ces éléments. Est-ce que vous connaissez le camp des réfugiés à Kakuma? Il se trouve au nord de Kenya pendant 3 décennies. Donc c'est le premier camp. Donc il y a un ensemble des gens qui sont déplacés à cause des conflits. Vous avez un nouveau settlement à cause de la... Je vais... Il y a... What happens is that the river dries, and during the rainy season, it floods. You've got a camp that is located very close, if not right directly on the border of the river, and we're looking at, the levels of erosion that can wash a school away. We're looking at levels of erosion that completely wash and destroy a road that connects between these camps away due to a changing season in an environment that is increasingly desertifying.
So we're looking at, people trying to manage living with waterborne diseases in specific seasons, the loss of infrastructure, the loss of access, several different compounded issues. This is just a photograph of what the river can look like one day to another. On the left, it's not even the highest level of flooding, and on the right, it's not even the driest extent that the river can go as well. Can we conclude, Gio? Yep. So what we tried to do is to find opportunities. Donc il y a un ensemble des combinaisons écologiques, il y a des stratégies à travers l'intégration. Donc je vais citer ça à travers ce qu'on a fait spécifiquement dans les stratégies de landscape. On a la connexion d'eau et aussi on a parlé de développement économique et les stratégies de livelihood. Aussi on a essayé de faire un support pour le développement et aussi les services. Je ne vais pas parler profondément de ces affaires à cause du temps. Et je suis très excité comment ça se manifestait dans ce cas, dans la saison qu'il n'y a pas d'eau. Donc on doit essayer de créer des espaces verdoyants, surtout dans les régions désertes. Et aussi on utilisait et surtout dans vous pouvez voir beaucoup des agriculteurs. Et aussi en ce qui concerne les régions aquatiques avec des cuisines, des jardins. Allez, je souhaite que vous avez profité de ma présentation. Si vous voulez, vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vous remercie pour votre présentation. Nous avons quelques minutes pour recevoir vos questions afin que... Est-ce que vous pouvez donner le micro? On attend le micro. On va commencer par bonjour, je suis un étudiant à Rabat. I said et tous pour vos présentations très riches en informations. Sinon, j'ai une petite question par rapport à la présentation qui concerne le réaménagement des zones urbaines à Djibouti. Donc, si j'ai bien suivi la présentation, vous avez indiqué que vous faites la restructuration des bidonvilles. Normalement, ici au Maroc, on procède soit par le relogement au niveau de ce qu'on appelle l'habitat social, ou bien le recasement in site ou hors site, où on octroie le foncier pour ses habitants et il conformément aux réglementations en vigueur. Donc la question, est-ce que vous procédez par des processus similaires ou vous avez d'autres techniques et aussi pour faire ces réaménagements? Sinon, qu'en est-il par rapport à l'accompagnement social de ces bidonvillois? Merci.
I'm so sorry. I don't understand English. Sorry. Comme vous avez posé, c'est une question très pertinente. Les cas de Djibouti, surtout, ce sont des quartiers qui étaient déjà existants. Donc, il suffit maintenant de doter ces quartiers en plan de réaménagement, de ce qu'on appelle un plan de réaménagement. Et dans ces cas, l'ensemble des quartiers ne vont pas être délogés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut cibler donc les logements qui seront impactés dans le cadre de cette opération. Donc, il y aura des habitants, plutôt des habitations qui vont être touchées, et ça, c'est dans le cadre de l'intérêt général. Donc, il y aura, parce que ces quartiers, ils étaient dépourvus des équipements d'intérêt général, on va créer des centres de santé, des équipements de collectivités, et l'ensemble des maisons qui ont fait l'objet de relogement auront ce qu'on appelle une indemnisation. Donc, et il y a une zone qui a été déjà planifiée et structurée, où il y a déjà ce qu'on appelle une viabilisation. Donc, ils vont être relogés. Et dans le cadre de leur accompagnement social, il y a déjà une agence qui est dédiée pour ça, pour accompagner les gens et indemniser en conformément à ce qui a été constaté à travers un procès verbal qui a été mis en place. Et les gens, ils signent donc pour dire que voilà, je suis prêt à être déplacé, et ils auront les indemnisations conformément. Ils ont un logement qui est connecté au réseau, avec tous les on va dire, les frais qui devraient être donnés pour revitaliser ces gens-là. Merci. Thank you so much for your answer. The gentleman. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier pour atteindre un résultat dans cette conférence. J'ai une vision, et parmi les objectifs essentiels que les gouvernements et les institutions essayent de protéger la terre. Donc on doit trouver des parcelles de terre, soit pour le développement économique, social, et aussi pour la résidence. On peut voir une catégorie des jeunes sont essentiels. Malgré ça, il y a un ensemble des pays qui font et il se tient les catégories, mais malheureusement, il y a un développement au niveau de ce résultat, mais l'accessibilité à la résidence, l'habitat, il n'y a pas un support, il n'y a pas des politiques essentielles afin que les jeunes peuvent être accessibles à travers cette conférence. Je voudrais que vous puissiez trouver des propositions pour résoudre les problèmes pour les jeunes, afin qu'ils puissent être accessibles. C'est un grand obstacle pour leur futur et aussi pour leur développement. Je souhaite qu'il y aura des recommandations, des propositions, et les jeunes sont une catégorie très essentielle et vitale
Donc on doit essayer de les soutenir afin qu'ils puissent réaliser. Donc c'était une observation et ce n'est pas une question. Je voudrais vous remercier pour votre remarque. Il y a quelques catégories, donc afin qu'il, c'est très essentiel. Il y aura des déclarations à la fin de cette session. On va prendre beaucoup de questions, ou bien 2 questions. Après, on peut terminer. I would like to thank you. Du territoire et de l'urbanisme en l'Union de Comores. 2 questions pour... There are 2 questions for the case of Riyadh. What are the procedures of security for the population? And the second question, how we reconciliate the custom laws and I have another question for the case of Djibouti, exactly for the slums. I want to know the strategies that can eradicate the slums. And the third question, how this project is directed by the government. Ok, s'il vous plaît, quels sont les noms? Ces questions sont adressées à qui? Question pour Djibouti, comment éradiquer les bidonvilles? Donc ça, c'est une question très importante. Et l'objectif d'abord du projet Zéro Bidonville, c'est de mettre d'abord tous les efforts pour éradiquer les bidonvilles des 13 quartiers cibles. Et je pense que déjà, nous en tant qu'administration foncière et cadastrale, donc il y a depuis des décennies, ces gens, ils n'avaient pas ce qu'on appelle un titre foncier définitif. Ils n'avaient pas donc les documents légaux pour accéder. Mais maintenant qu'il y a un plan de développement, un plan détaillé de réaménagement, et on sait qui va rester et qui va partir, maintenant on voit que la plupart des gens ont commencé à demander la régularisation foncière. Donc, ça permet déjà à améliorer la qualité urbaine de la ville de Djibouti, mais également à augmenter les recettes de l'État. Donc, en ce qui concerne les recettes foncières. Donc, pour ce qui concerne comment également, c'est-à-dire dans le futur, comment, donc dans les autres quartiers restants, il y a aussi d'autres quartiers qui vont être fait l'objet d'une politique de restructuration. Ça aussi, c'est dans les projets. Donc, l'État, donc, donc, dans les politiques publiques de 2025 même, la priorité du logement, c'est... The priority of it is very central issue for the government, and we have the opportunity so that we can allow all the population inscrit dans la stratégie du gouvernement. Donc, je pense que l'objectif, les efforts sont là. Donc, les projets, j'espère. And I think that the project.
tangible, mais je pense que dans les régions, je vais vous donner également dans les régions de l'intérieur, il y a des études qui sont encore finalisées pour permettre, et les antennes régionaux des domaines et du cadastre vont être décentralisées pour permettre aux gens des régions d'accéder au foncier sans se déplacer en centre-ville. Et ça va continuer. Mais également dans les zones où il y a ce qu'on appelle des eurobidonvilles, ils vont être contrôlés et maîtrisés avec le concours des autorités. Merci. Does any of the speakers would like to respond to the questions of the gentleman? Okay. Yeah, me too. I didn't catch it. So we'll take the last question from the lady over there. Je vais prendre la dernière question. Je voudrais vous remercier. Je suis membre. Je voudrais vous remercier pour tous les cadres qui ont. Et aussi, vous avez la première question. Quels sont les outils pour confronter les bidonvilles en parallèle avec tous les programmes qui concernent parmi les problèmes? Donc il y a l'expansion des bidonvilles malgré les efforts de l'État. Est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y a des outils pour éviter? Donc il y a quelques familles qui ne peuvent pas profiter de ces programmes. Dans le cas au Maroc, dans le cas des Maroc, nous avons une application pour éviter l'utilisation répétée pour l'Égypte et les cas d'études. I think, je pense, Monsieur Mossad. Je voudrais qui va répondre à cette question. La question sur les procédures et les mesures qui vont être prises pour un settlement formel. How can we Il y a un ensemble des interventions, des intersections arbitraires. Il y avait une session pour les efforts qui ont fait dans les régions inhabitables. Soit il va déplacer ou bien il va essayer de planifier. Il y a aussi il y a une partie pour le développement des régions, des bidonvilles et aussi il y a un développement pour les villes afin qu'on permette les gens avoir des habitats convenables. Et aussi, il y a une partie législative concernant les lois pour légaliser afin qu'ils puissent formels et d'autres choses qui doivent être punies. Est-ce que ça signifie, est-ce que ces efforts sont suffisants ou bien non?
on a besoin beaucoup des efforts pour notre projet être prêt, soit compréhensif. Est-ce qu'on donne une opportunité, une unité dans laquelle on peut trouver le transport et aussi d'autres services. Ce n'est pas seulement. Donc on va essayer de conclure. Je voudrais vous remercier pour votre participation en ce qui concerne la gouvernance, l'urbanisation et la transformation de settlements. Je voudrais vous remercier beaucoup.